19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 20 août 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger, vont passer leur 159e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam et Kolo, c'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars dernier pour avoir dénoncé le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger comme à l'international pour exiger leur libération. Cela dit, l'an 1 du calendrier musulman ou Muharram sera célébré demain, vendredi 21 août 2020. À cette occasion, le marabout Mustafa Amadou nous édifie sur l'importance de cette journée. On l'écoute. C'est un jour extrêmement important en islam. Et c'est un jour qui est plein d'histoire en islam. C'est un jour qui est plein de vertus. C'est un jour qui est plein de victoires aussi. Entre autres choses, parce qu'on ne peut pas citer tout, vous voyez donc la première Kaaba construite par notre père, notre grand-père Adam alayhi salam, et elle a été achevée le 1er Muharram. C'est de la même manière que Ibrahim qui a continué, Sayyidina Ibrahim, notre père Ibrahim alayhi salam, a continué la même construction, donc il l'a fini le 1er Muharram. Quand vous prenez le prophète Daoud a été libéré de sa prison, de sa punition par Allah subhanahu wa ta'ala, le 1er Muharram. Quand vous prenez le prophète Yunus alayhi salam, donc il a été donc évacué des ventres des baleines le 1er Muharram. Maintenant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu sa première victoire de publier l'islam dans le monde, à travers le monde, parce qu'il était confiné à la Mecque. C'est le 1er Muharram. Donc c'est un jour plein d'histoire et c'est un jour maintenant de bilan. En islam, le 1er Muharram c'est un jour de bilan. Bilan de quoi? Bilan de ce qu'on a fait, que ce soit du point de vue l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala dans l'année passée, n'est-ce pas? Que ce soit vis-à-vis entre nous et nos voisins, entre nous et nos gens avec qui on vit. Par exemple, c'est un jour de bilan. Qu'est-ce que j'ai fait du bien? Est-ce que j'ai payé le crédit que j'ai pris chez un tel? Est-ce que j'ai accompli bien ma prière? Est-ce que j'ai sorti de la zakat? Est-ce que Donc voilà, c'est ces jours-là où on devrait faire les bilans de tout ce qu'on a fait, des bons et de mauvais de l'an passé, pour pouvoir maintenant corriger. Et c'est un jour maintenant de demande de pardon. Vous demandez de pardon même avec vos enfants. Pardonnez-moi si au cours de l'année je vous ai fait quelque chose de mal. Voilà comment est institué les jours donc de Muharram. Maintenant dans ces mêmes mois de Muharram là, il y a ce qu'on appelle Ashura. Ashura c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de quitter son confinement à la Mecque, n'est-ce pas, pour ouvrir l'islam aux yeux du monde et à faire l'exil vers Médine, qui est sa ville vraiment où l'islam s'est véritablement installé. Il y a les jeûnes de Ashura que les gens font, c'est-à-dire c'est les jeûnes surrogatoires qui a toute sa valeur, parce que le Muharram là, c'est l'un des 4 mois sacrés. C'est le 12 mois qui constitue l'année musulmane. Donc c'est les Ashura, c'est les 10 premiers jours du mois de Muharram qui ont des vertus. Donc ces jeunes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a gêné et il a dit effectivement c'est lui qui les gêne. C'est comme si il a effacé tous ces péchés de l'année écoulée et de l'année qui va venir. Déjà l'année qui va venir là, on vous a déjà affranchi par rapport à ça. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dit IBK a été victime d'un coup d'État militaire le mardi dernier. Ce coup d'État intervient après plusieurs mois de protestation de la population qui demande le départ du président après 7 ans de gestion. Ibrahim
Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou pour le reportage. Après des mois de contestation populaire des forces vives de la nation, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, a finalement abdiqué suite au soulèvement des militaires. Ce coup d'État est le refus du pouvoir de répondre aux aspirations du peuple. Ce qui s'est passé au Mali traduit d'une certaine manière l'incapacité d'une classe politique à donner une solution politique à un problème. Ce qui se passe, c'est que même si on a des difficultés pour véritablement caractériser ce qui s'est passé réellement, c'est que ça demeure une solution militaire et qui dénote une certaine régression pour l'évolution démocratique au Mali. Alors, beaucoup d'enseignements à tirer. D'abord, le défi qu'elle révèle encore, la nécessité de trouver des solutions politiques pendant qu'il est temps à des crises ou à des tensions politiques. La nécessité donc pour le pouvoir civil de s'entendre pour pouvoir asseoir des meilleures bases de la démocratie, pour que les coups d'État ou bien les solutions militaires, si vous voulez, soient vraiment révolues de la scène politique africaine. Selon la société civile nigérienne, le coup d'État est prévisible du moment où le président a refusé de répondre aux préoccupations des Maliens. Tout le monde sait que cette situation va aboutir à ce résultat. Même les chefs d'État de la CEDEAO, qui quasiment certains ressemblent à Ibeka et certains sont même pires que Ibeka en termes de gouvernance, en fait, ils se sont réveillés trop tard. Ibeka faisait des coups d'État civils. Ça, c'est un coup d'État militaire. Mais tant que les dirigeants que nous élisons, ou que nos peuples élisent entre guillemets, tant que ces dirigeants, une fois élus, ils narguent, ils méprisent les citoyens, ils deviennent des prédateurs des biens publics, mais il sera difficile d'éviter ce genre d'action. Malgré la condamnation de la communauté internationale, le peuple malien dans son ensemble a salué ce renversement de pouvoir par leurs militaires. Situation au Mali, toujours les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis aujourd'hui pour statuer et prendre des décisions. Elles sont toutes dans le sens d'un retour à l'ordre constitutionnel normal. Suivez à ce propos l'analyse du politologue Issifou Yahya. La CEDEAO a pris fait et cause pour un homme à la place d'un peuple et que les chefs d'État, au lieu de voir l'intérêt du Mali, l'intérêt des Maliens, ont préféré voir l'intérêt du seul Ibrahim Boubacar Keïta, dont le peuple n'en voulait plus. Alors moi, je ne sais pas quel est le raisonnement de ces chefs d'État qui dirigent des pays dans lesquels ils ne sont peut-être pas au courant de ce que vivent leurs concitoyens. La CEDEAO avait beaucoup de mécanismes sur le papier. Elle n'a pas su faire face de manière responsable à la crise déjà en 2012. Elle est même partie, elle fait partie de ceux qui a exacerbé cette tension. Les fameux mécanismes de règlement de conflit, aucun n'a marché. Et maintenant, on vient sanctionner les Maliens parce qu'ils ont vomi un seul homme. Je pense que c'est vraiment démesuré et que la CEDEAO va perdre crédibilité parce que les Maliens sont allés très loin pour que des sanctions les fassent plier. Rendez-vous donc en partie en magazine pour suivre l'intégralité de cette intervention. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2020 ont pris fin ce jeudi 20 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'ensemble, tout s'est déroulé comme prévu à la grande satisfaction des candidats et des responsables des jurys. C'est le constat de Nafissa Touzakou et Sadou Doumi.
Débuté le 17 août 2020 sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves écrites du baccalauréat session 2020 ont pris fin ce jour 20 août 2020. Selon les candidats, tout s'est déroulé normalement. Aucun incident majeur et les épreuves ont été abordables. Les épreuves ont été tous de la manière dont on n'avait même pas pensé que ça va être. Ça a été tellement facile, sauf vraiment au niveau de la mathématique, là où on a vu le problème vraiment différent de ce qu'on a vu en classe. De même qu'au niveau d'histoire-géographie aussi, si je peux le dire, notre premier sujet en histoire concernant la guerre israélo-palestinienne, c'est vraiment une chose qui n'est même pas insérée dans le programme, vraiment, si je peux le dire. L'appel que j'ai à lancer au niveau des correcteurs, c'est juste dire vraiment de corriger sincèrement, avec sincérité, vraiment de ne pas être sévère à l'endroit de la correction compte tenu de la situation que notre pays avait traversée. On a un peu sur les épreuves d'histoire géo, mais à part ça, bon, ça va, alhamdoulilah. Nous maintenant on est là, on attend peut-être d'ici le lundi, on va voir les résultats. Bon, jusque-là, j'espère que le moral est haut, bon, on attend de voir. Contrairement aux épreuves du BPC, celles du bac n'ont pas connu de fraude, selon quelques présidents du jury interrogés. Par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. On n'a pas eu de difficultés majeures pour le lancement des épreuves. Ça s'est bien poursuivi. En dehors de quelques difficultés d'ordre matériel qui ont été tout de suite réglées. Pour le déroulement, ça se passe bien. On est bien à la fin des épreuves écrites. Pour nous, une autre étape va commencer. Donc, on va débuter les corrections aujourd'hui même. Et on se prépare à cela. On n'a pas eu de cas de fraude ici. Tout s'est bien déroulé. Le jury 17, dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Le seul problème qu'on a, c'est 2 cas de fraude qui ont été détectés par les agents de sécurité. Les difficultés, là, ça ne manque pas. Donc, il y en a eu quelques soucis de matériel, mais après, on est parti au service PAC pour récupérer le matériel manquant et gérer les différents problèmes. Dans l'ensemble, quand même, les surveillants ont été encore plus rigoureux dans la surveillance et tout s'est très bien passé. Ainsi donc, les candidats doivent être calmes et sereins en attendant la proclamation des résultats dans les prochains jours. Docteur Elisabeth Depté suit en visite au Niger. Elle est spécialiste en recyclage et a fait le tour de quelques dépotoirs dans la ville de Niamey. Elle est accompagnée des étudiants de la faculté d'agronomie Hamza Sakou et Sadou Doumi. Spécialiste en recyclage des déchets, Dr Elisabeth, en visite de terrain au Niger, était sur quelques dépotoirs de la ville de Niamey pour sensibiliser davantage la population sur l'aspect positif des déchets, mais aussi montrer leur importance pour l'humanité. On voit dans cette décharge 2 choses intéressantes. On voit beaucoup de carton et de papier. C'est extrêmement facile de transformer ce carton-papier en charbon pour la cuisine. Vous allez prendre ce papier et ce carton, le déchirer, le mettre dans l'eau et puis ensuite vous allez, au bout de 3-4 jours que c'est mou, comme ça on va presser pour évacuer l'eau, vous allez le mettre sécher au soleil, vous allez obtenir ça. Et ça c'est vraiment dur et vous pouvez remplacer votre charbon de bois ou le charbon par ça. Et ça vous coûte 0 francs. Ça permet de pouvoir se cuisiner à bon marché. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est les tissus. Il y a beaucoup de tissus ici. Et j'ai découvert ici à Niamey qu'on pouvait transformer ces tissus en matelas. Alors, on prend un pagne d'1,80 m par 1,80 m, on le plie en 2. On va coudre en haut et en bas. Et on va coudre après en travers tous les 15 cm. Vous allez prendre les tissus ici dans la décharge. Vous allez les laver avec le savon, avec la javel. Vous allez les déchirer, les laisser sécher. Et puis ensuite, vous allez remplir comme ça votre matelas. Vous allez coudre le bout. Et là, vous avez un magnifique matelas. Au lieu de vous casser le dos sur les nattes, eh bien, vous allez pouvoir dormir tranquille sur un bon matelas. Ça, tout le monde peut le faire. Et puis, la troisième chose qu'on peut faire avec ce qu'il y a ici, c'est les écobriques. Vous allez prendre un bidon
et vous allez remplir ce bidon avec des sachets. Il ne faut pas qu'il y ait eu de la nourriture sur le sachet, sinon le bidon il peut enfler, il peut fermenter, c'est un problème. Par contre, s'il y a eu du sable ou quelque chose comme ça sur le sachet, c'est pas un problème. Donc vous remplissez et il va venir dur comme ça, dur. Et ça remplace les briques. On peut construire vos maisons avec ça, il n'y a pas de problème. Si, pour ceux qui ont Internet, vous mettez éco-briques et vous allez chercher les images. Et vous verrez qu'on peut faire des choses extraordinaires. Donc moi, je peux vivre dans une maison en éco-briques. Je peux cuisiner au charbon et je vais dormir sur mes tissus. Aux côtés de Dr Elisabeth, des étudiants de la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumoun de Niamey pour voir comment contribuer pour le recyclage des déchets au Niger. Nous sommes là avec Madame Isabelle dans le cadre de la transformation de ces déchets-là en bien utile. Et cela va contribuer à l'assainissement de la ville, pour rendre la ville propre. Parce que nous avons fait un tour dans la ville, nous avons constaté qu'il y a des dépotoirs partout. Et cela est un danger pour la vie de la population. Donc si nous arrivons à gérer ces déchets-là, pour leur utilisation, un bien utile pour la population, cela est très important. On est ici sur ce terrain pour voir les différents types de déchets que les ménages transportent pour amener ici, pour voir comment on va amener pour que ces déchets-là soient diminués et les aider à comprendre que ces déchets-là peuvent les aider à mieux vivre. On veut à ce que cette population arrive à comprendre que les déchets, à travers ces déchets, il y a d'autres personnes qui peuvent mieux vivre. Ces activistes pour l'environnement demandent la bonne compréhension de la population afin de s'impliquer pleinement pour une ville propre, gage de tout épanouissement. Les écrans des téléphones, de télévision et tout autre appareil lumineux ont des effets néfastes sur la vie de l'homme. Pour en savoir plus sur ces désagréments que peuvent engendrer ces écrans sur la vision, une de nos équipes est allée à la rencontre d'un ophtalmologue. C'est dans ce reportage signé Stéphanie et Sadoudoumi. Les écrans téléviseurs, smartphones, ordinateurs et tout autre appareil lumineux contribuent à la dégradation de la vision chez la plupart des gens. Passer beaucoup de temps devant ces écrans engendre beaucoup de conséquences, en atteste l'ophtalmologue. Quand vous utilisez longtemps votre smartphone ou votre écran téléviseur ou bien votre écran d'ordinateur, mais ce n'est pas seulement cela. Par exemple, la lumière que je regarde là, dans sa composition, il y a une lumière bleue. Et donc, tous nos ordinateurs, tous nos smartphones, tous nos écrans téléviseurs ont de la lumière. Ils reflètent de la lumière. Et dans cette lumière-là, il y a cette lumière bleue. Et cette lumière bleue, c'est elle qui est, en fait, dangereuse quand elle est utilisée longtemps au niveau des yeux. Parce qu'elle traverse nos yeux. Bien que liée à l'âge, l'utilisation abusive des écrans contribue considérablement à la détérioration de la vue. Pour éviter ces désagréments, l'ophtalmologue adresse ce conseil. Il faut être naturel. Il ne faut pas être accro. En fait, je mets ça entre griffes. Vous utilisez votre smartphone, mais ne l'utilisez pas d'emblée pendant 2 heures, 3 heures de temps. Il faut diminuer la durée d'utilisation de votre écran, qu'il soit téléviseur, qu'il soit d'ordinateur ou qu'il soit de téléphonie mobile. Il faut seulement réglementer. Il ne faut pas qu'il soit complètement collé à son écran. Il faut que de temps en temps, vous le fassiez arrêter pour diminuer en tout cas la durée d'utilisation de ces écrans-là. Il serait donc mieux de ne pas être accro aux écrans des appareils de nouvelles technologies au risque d'endommager les yeux avant l'âge. Voilà, place à présent à la partie magazine de cette édition. Il s'agit de l'analyse du politologue Issifou Yahya par rapport à la situation du Mali. Très bonne réception à vous. Je pense que ce qui est arrivé au Mali était prévisible. À partir du moment où, depuis des semaines, des mois, que les Maliens battent le pavé pour mettre fin à la mauvaise gouvernance, à la gestion familiale des affaires de l'État,
à la gabegie, à la corruption, au trafic en tout genre perpétré au sommet de l'État, à partir du moment où les Maliens ont vomi ce régime, je pense que le reste n'est que prévisible et le fait que les militaires soient descendus dans l'arène, comme on dit, n'est que la conséquence logique de ce à quoi il fallait s'attendre. Maintenant, que certains, en particulier les chefs d'État de la CEDEAO, s'agitent, je pense qu'ils s'agitent pour eux-mêmes que pour le peuple malien. Vous savez, l'armée, c'est la seule force organisée qui est soucieuse, en principe, de l'intérêt général. Donc des gens qui mettent en péril leur vie pour protéger les personnes, les biens et l'intégrité du territoire. Le Mali est malade depuis presque 10 ans et tout le monde connaît le rôle des uns et des autres acteurs nationaux comme internationaux dans ce délitement, dans cette déliquescence d'un État qui, il y a encore une vingtaine d'années, était la référence en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Alors, que les militaires descendent donc, disais-je, c'est la suite logique à un climat socio-politique, socio-sécuritaire qui est de plus tendu, de plus mauvais. On ne peut pas avoir aujourd'hui un pays qui égale en termes de mauvaise gouvernance, en termes de dérive sur le plan même de la cohésion sociale, le Mali. Toutes les tueries qu'il y a eu en amont intercommunautaire, elles sont déplorables. Les djihadistes qui occupent quasiment les 2/3 du territoire, c'est déplorable. Maintenant, à cela s'ajoute une gouvernance qui est piètre. Et peut-être que le Mali n'est pas le seul pays mal gouverné. Tous les États de la CEDEAO partagent le même diagnostic que le Mali. Et ce sont ces mêmes chefs d'État qui, en 2012 déjà, voulaient se substituer aux Maliens pour régler le problème du Mali en lieu et place des Maliens. On sait ce qu'il est arrivé 8 ans après. La CEDEAO a pris fait et cause pour un homme à la place d'un peuple. Et que les chefs d'État, au lieu de voir l'intérêt du Mali, l'intérêt des Maliens, ont préféré voir l'intérêt du seul Ibrahim Boubacar Keïta, dont le peuple n'en voulait plus. Alors moi je ne sais pas quel est le raisonnement de ces chefs d'État qui dirigent des pays dans lesquels ils ne sont peut-être pas au courant de ce que vivent leurs concitoyens. Les Maliens ont été courageux et il faut saluer au passage l'attitude de démocrate du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a eu une porte pour sortir dignement, parce que quand le peuple vous vomit, mieux vaut partir, puisque tôt ou tard, ou ça finira en bain de sang et que, in fine, vous êtes dégagé, ou bien vous partez le plus tôt pour rendre service à votre peuple. Mais là où il faut quand même, je dis saluer Ibrahim Boubacar Keïta, c'est qu'il est beaucoup plus démocrate que tous les autres chefs d'État de la CEDEAO. Je ne pense pas qu'il y ait un prisonnier politique au Mali. Je ne pense pas qu'il y a des soi-disant fameux coups d'État fomentés qui ont occasionné l'emprisonnement de beaucoup de militaires. Je ne pense pas qu'il y a des acteurs de la société civile en prison au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a laissé se jouer le jeu de la démocratie. Il a respecté les libertés individuelles et les libertés collectives, ce qu'on ne voit pas dans la plupart des pays de la CEDEAO. Prenez le cas de notre pays, des acteurs de la société civile qui n'ont fait qu'exercer des droits constitutionnels sont en prison dans leur 6e mois. Il n'y a pas ça au Mali. Donc Ibrahim Boubacar Keïta a eu l'occasion de sortir la tête haute. Je pense que c'est la médiation de la CEDEAO qui a
probablement empêcher qu'il s'en aille dignement maintenant qu'elle s'achemine vers des sanctions. Alors je pense qu'elle est en train peut-être de vivre sa survie en tant qu'institution respectée, institution sous-régionale. Je pense que c'est valable pour la CEDEAO, c'est valable pour tous les pays. Quand il y a une décision à prendre, il faut la prendre avec intelligence. Et en l'espèce ici, les chefs d'État de la CEDEAO sont en train d'agir sous l'effet de l'émotion et de l'impulsion. Or, aucune décision sage ne viendrait de l'émotion ou je pense que ce n'est pas le bon timing pour prendre une décision. Impulsion, non. Alors, la CEDEAO veut rendre service à qui? Pour moi, c'est le questionnement fondamental. Si elle veut rendre service aux Maliens, il y a une attitude qu'elle doit prendre. Si elle veut rendre service à Ibrahim Boubacar Keïta, il y a une attitude qu'elle doit prendre. Si elle veut rendre service aux terroristes, il y a une attitude qui se dégage de sa prise de position. En l'espèce, le fait qu'elle ait décidé de sanctionner le peuple malien fait de la CEDEAO quasiment un allié d'un seul homme au détriment du peuple et d'un contexte sécuritaire dégradé au détriment de ceux que les militaires ont mis en avant pour préserver le peu qui reste de leur pays. Je pense qu'on ne peut pas être plus malien que les Maliens. Mais agir sous l'émotion, sur l'impulsion, je pense que c'est se mettre du côté des terroristes, du côté de quelqu'un qui a mal dirigé son pays, qui a perdu toute crédibilité à l'intérieur de son pays, comme à l'extérieur. Il n'y a que les seuls chefs d'État de la CEDEAO qui ne prennent pas la mesure, tout simplement peut-être parce qu'ils partagent la même malgouvernance chez eux, la même petite dictature chez eux que Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, la CEDEAO avait beaucoup de mécanismes sur le papier. Elle n'a pas su faire face de manière responsable à la crise déjà en 2012. Elle est même elle fait partie de ceux qui a exacerbé cette tension. Les fameux mécanismes de règlement de conflit, aucun n'a marché. Et maintenant, on vient sanctionner les Maliens parce qu'ils ont vomi un seul homme. Je pense que c'est vraiment démesuré et que la CEDEAO va perdre crédibilité parce que les Maliens sont allés très loin pour que des sanctions les fassent plier. Je pense que beaucoup ont applaudi des coups d'État. Tout dépend du contexte. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Pour l'instant, rien. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Quelle a été la réaction de la CEDEAO? En Guinée, quelle a été la réaction de la CEDEAO? Alors, je pense que les gens ont peur pour eux-mêmes que pour les Maliens. Parce que les Maliens n'ont plus peur, ils sont descendus dans la rue pour que cela change, pour sauver le peu qui reste de leur pays. Je pense que c'est tous ces chefs d'État qui ont beaucoup brillé par leur incompétence. Je pense qu'ils doivent beaucoup réfléchir avant de proposer quelque solution que ce soit. Si elles n'engagent pas les Maliens, je pense qu'elles sont vouées à l'échec et c'est même l'institution en tant que, on va dire, organe respecté qui est en train de se saborder. Il ne faut pas confondre les déclarations de principe et les déclarations impulsives, les déclarations qui sont le fait peut-être de quelques personnes. Regardez la première action du Nigeria. Il dit que lui, il n'enverra pas ses militaires pour faire quoi que ce soit au Mali. Le Nigeria a fait la paix dans beaucoup de pays au sein de la CEDEAO.
qu'ils se comportent parce que au moins il y a un chef d'État qui est lucide, qui n'est pas impulsif, qui sait ce qu'est la volonté populaire. On ne peut pas aller contre la volonté populaire. Ça s'est démontré au Burkina, aujourd'hui c'est au Mali, demain peut-être c'est ailleurs. Je pense que la leçon qu'il faut tirer, c'est que tous ces chefs d'État, dans lesquels, qui sont à la tête des pays dans lesquels les citoyens vivent mal, dont ils ignorent tout de la vie du citoyen, je pense qu'ils doivent réfléchir 2 fois sur la manière dont ils se comportent à l'intérieur de leur pays. La junte, elle s'installe. Ce n'est pas la première fois qu'on voit une junte s'installer. Je pense que nous devons nous regarder nous-mêmes au Niger. La junte s'installe et elle se met au service de l'État malien en ayant demandé aux acteurs internationaux d'accompagner le Mali. Les militaires n'ont pas dit de les accompagner, mais d'accompagner le Mali. Et qu'ils ils reconnaissent tous les traités internationaux ratifiés par leur pays. Ils semblent donner les gages d'une volonté d'aller de l'avant que de mettre leur seul galon, leur seul grade en avant. Et je pense que c'est un peu prématuré de juger ce à quoi va ressembler le Mali, mais je pense que ça ne peut pas être pire que ce que ça a été. Donc il faut leur accorder le bénéfice du doute et les prendre à la parole.